Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce 19-20 pour une heure d'information. L'actualité de ce mercredi 16 octobre, c'est tout d'abord le malaise suscité par l'expulsion d'une collégienne kosovare dans le Doubs. Elle a été arrêtée lors d'une sortie scolaire, ce qui fait polémique au sein même de la gauche. Une enquête administrative a été ouverte. Jean-Marc Ayrault promet d'annuler son expulsion en cas de faute avérée. Le gouvernement au chevet de la Bretagne mobilisé face aux restructurations dans le secteur agroalimentaire, routes bloquées, supermarchés fermés. La région s'est mobilisée pour obtenir des mesures d'urgence. Et puis la Guadeloupe, confrontée à une recrudescence de la violence criminelle. Manuel Valls sera demain sur l'île qui totalise 39 morts depuis le début de l'année. Voilà donc pour les principaux titres que développera Carole Gessler à partir de 19h30. Mais pour commencer ce 19-20, l'actualité insulaire avec votre Coursicazer, l'un des chefs présumés du grand banditisme marseillais, interpellé hier sur le port de Bastia avec 4 autres personnes. Robert Cassonne, présenté comme le fils d'un parrain marseillais, est interrogé dans une enquête pour blanchiment d'argent. La décentralisation en Corse connaîtra-t-elle une nouvelle étape 3 semaines après le vote de l'Assemblée de Corse sur une demande de réforme institutionnelle? Marie-Lise Lebranchu se déplace sur l'île, ministre de la Réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique. Elle sera dans un instant notre invitée depuis Bastia. Avant de développer ces titres, il y a tout juste un an, jour pour jour, l'avocat Antoine Solacaro était assassiné à Ajaccio. Hasard du calendrier ou pas, un homme a été interpellé ce matin dans le cadre de cette enquête dans laquelle, je vous le rappelle, 3 hommes ont été mis en examen au printemps dernier. Les avocats ajaxiens ont quant à eux rendu hommage à la mémoire de l'ancien bâtonnier ce matin. Reportage Marie-Françoise Stéphane Agostini. Je vous demande d'observer une minute de silence en la mémoire du bâtonnier Solacaro. Très ému, le bâtonnier Marc Maroselli, entouré de l'épouse et de la fille d'Antoine Solacaro, demande d'observer une minute de silence à la mémoire de l'avocat, figure emblématique du barreau d'Ajaccio, assassiné il y a un an. S'il a été le meilleur d'entre tous les avocats, c'est aussi parce qu'il a été un travailleur infatigable. Ce grand professionnel du droit avait en effet tout ce qu'il fallait pour réussir: l'inné et l'acquis. La lâcheté et la folie des hommes ne lui ont pas permis de poursuivre son parcours professionnel brillant. Le procureur, la présidente du tribunal, des magistrats, mais aussi la Ligue des droits de l'homme, clients et proches se sont joints à cet hommage. Alors que se tient ce rassemblement au palais de justice, un homme a été placé en garde à vue au commissariat d'Ajaccio dans le cadre de l'enquête. Il s'agirait d'un proche de la bande dite du Petit Bar. En avril, 3 piliers présumés de cette équipe ajaxienne ont été mis en examen. André Bacchiolelli et Michael Ettori pour assassinat et recel de vol de moto. Pascal Porri pour association de malfaiteurs et recel de vol de moto. Il a été remis en liberté dans ce dossier. Ces 3 hommes contestent les faits. C'est la moto des tueurs, une BMW 1200 GS semblable à celle-ci, filmée par les caméras de vidéosurveillance qui a permis de remonter jusqu'au suspect. Mais de nombreuses questions restent sans réponse. L'année dernière, l'assassinat d'Antoine Solacaro avait provoqué un choc jusqu'au plus haut niveau de l'État. Le gouvernement avait promis une réponse ferme. Il est présenté comme le fils de l'une des figures du grand banditisme marseillais. Robert Cassonne a été arrêté hier matin sur le port de Bastia avec 4 autres personnes. Il est entendu dans le cadre d'une enquête pour blanchiment d'argent. Les précisions, Henri Mariagne, Frédéric Cerulli. Le fils de cet homme fait partie des 5 personnes interpellées hier matin à Bastia. Roland Cassonne, figure présumée du grand banditisme marseillais, filmé ici lors du procès du Cercle de Jeux Concorde en septembre dernier. Robert Cassonne et sa compagne ont été arrêtés en douceur par la police judiciaire hier matin sur les quais du port de Bastia alors qu'ils arrivaient par bateau de Marseille. Une enquête pour blanchiment d'argent est instruite ici à Marseille par le juge Cotel de la juridiction interrégionale spécialisée chargée des affaires de grand banditisme. Robert Cassonne et les 4 autres personnes interpellées, dont 3 en Haute-Corse, sont gardées à vue dans les locaux du commissariat de Bastia. Les enquêteurs tentent de lever le voile sur une partie de l'affaire. Les investissements concernés par l'enquête ont-ils été réalisés en Corse ou sur le continent? Quelle est la nature des liens tissés entre Robert Cassonne et les 3 autres personnes arrêtées? Sa présence à Bastia hier matin a-t-elle un lien direct avec les faits? Les enquêteurs de la police judiciaire ont 4 jours pour rassembler les pièces du puzzle.
Et toujours dans l'actualité judiciaire, c'est l'une des questions importantes du procès de Dion Baptiste à Villanova devant la cour d'assises de la Haute-Corse à Bastia. Le coup de feu qui a tué Antoine Casanova le 5 février 2010 lors d'une soirée étudiante était-il volontaire ou pas? Les experts entendus aujourd'hui n'ont pas vraiment permis de trancher. Le compte-rendu d'audience, Anne-Marie Leccia, Guillaume Leonetti. Toute la journée, une foule nombreuse de jeunes, de proches des deux familles, accusées et victimes, est venue au palais de justice. Tous voulaient écouter l'experte en résidus de tir ou encore le médecin légiste ou l'expert en balistique entendu par visioconférence. À la question, le tir a-t-il pu être accidentel? Tous ont répondu que non, qu'il fallait une pression forte sur la détente. Mais sur la volonté homicide, les expertises n'ont pas permis de trancher. Les parties civiles restent avec leurs convictions. À partir du moment où on prend une arme, à partir du moment où on tire avec cette arme sur quelqu'un, on peut quand même légitimement se poser la question de l'intention homicide. Et lorsqu'un expert en armes vient nous dire qu'il faut qu'il y ait une pression suffisamment importante, longue et continue pour qu'un coup de feu parte, la famille quand même est en droit de se poser légitimement la question de l'homicide volontaire, ce pourquoi, encore une fois, M. Villanova est renvoyé devant la cour d'assises. À défaut d'obtenir l'accident, la défense soutient la thèse d'une violence volontaire avec arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Et justement, ce soir, le président de la Cour a pris l'initiative de poser cette question aux jurés. Soulagement du côté de la défense. Les coups et blessures volontaires avec arme, c'est une utilisation volontaire d'une arme. Mais une utilisation volontaire d'une arme, ça ne signifie pas une intention homicide. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle le président pose cette question. Et quand on regarde la loi, c'est parce que cette question résulte des faits et des débats. Énervement, contestation, voire prise de bec entre avocats et même entre l'un des prévenus, Jérôme Elgragne, et maître Dupond-Moretti. Cette dernière journée aura été marquée par un accroissement de tension entre les différentes parties. Le président de la Cour avait visiblement envie d'en finir rapidement. Il a même demandé aux parties civiles de faire court avec leurs questions, ce qui n'a pas apaisé, bien au contraire, le climat de l'audience. Et puis deux demandes inattendues des parties civiles à la Cour ont provoqué un dernier incident. La réponse de la Cour, les plaidoiries sont reportées à demain. Effectivement, ce procès se poursuivra donc demain avec les plaidoiries de la partie civile, le réquisitoire et naturellement les plaidoiries de la défense. Maintenant, cette question dans ce cours Caséir, la Corse connaîtra-t-elle une nouvelle réforme de ses institutions? 3 semaines après le vote de l'Assemblée de Corse sur cette question, Marie-Lise Lebranchu, la ministre en charge de ce dossier, sera dans un instant notre invitée en direct de Bastia. Mais d'abord, retour sur les différentes réformes des institutions de l'île, du statut de fer en 1982 au processus Matignon. Ces évolutions ont toutes été portées par des gouvernements de gauche. Quelles évolutions sont possibles aujourd'hui? Sébastien Luciani et Thierry Guespin. Août 82, le ministre de l'Intérieur, Gaston Defferre, ouvre la première séance de l'Assemblée de Corse. C'est la première phase d'une décentralisation accrue pour l'île. 10 ans plus tard, toujours sous l'ère Mitterrand, le statut JOX apporte des compétences nouvelles à la Corse, qui devient alors collectivité territoriale. Les années suivantes, le processus de Matignon, voulu par le Premier ministre Lionel Jospin, aboutira à la loi du 22 janvier 2002. 3 grandes phases portées par la gauche, 3 contextes politiques très différents. Le premier statut a été prévu par le Parti socialiste dans les années 70, on dira même avant le début de la radicalisation de la violence. Le second est venu un petit peu par surprise après la deuxième élection de François Mitterrand. Le troisième a été aussi proposé par le pouvoir central, quoi que ce soit sur un contexte local un peu plus brouillé avec l'affaire Bonnet et les 2 attentats très visibles en plein jour. Donc des contextes très différents. Dans les années 2000, avec Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur, la droite rejoint le camp de l'évolution. Dans la continuité du processus de Matignon, le futur président propose un référendum en juillet 2003. C'est un échec. 51% des Corses rejettent sa proposition de réforme du statut de la Corse. Aujourd'hui, une nouvelle dynamique s'enclenche entre les élus insulaires et à nouveau un gouvernement de gauche. Ce que répondra la gauche à la demande de l'Assemblée de Corse, ça pourra influer peut-être très largement sur les élections territoriales de 2015. Les demandes de l'Assemblée de Corse se situent à un niveau constitutionnel, ce qui est évidemment beaucoup plus difficile pour le pouvoir central à accepter et à mettre en œuvre. Il n'est même pas libre à lui tout seul de le mettre en œuvre. Nouveau contexte, mais toujours la même méthode, le dialogue entre l'île et Paris. Il s'est instauré officiellement la semaine passée. Pour la première fois, les élus quasi unanimes ont été le déclencheur.
Et nous retrouvons en direct de Bastia Marie-Lise Lebranchu, ministre de la Réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique, interrogée par Sébastien Thierry. Bonsoir Sébastien. Demain, Marie-Lise Lebranchu rencontrera des étudiants de Corté de l'Institut régional d'administration, mais elle est surtout attendue sur cette question concernant la réforme institutionnelle de la Corse. Bonsoir, oui Stéphane. Le vote largement majoritaire de l'Assemblée de Corse pour inscrire l'île dans la Constitution, celui sur la co-officialité des langues corses et françaises, bien sûr, beaucoup d'attentes, beaucoup d'espoirs sont forgés autour de cette phase de dialogue qui a été amorcée après la venue dans l'île du président de la République, François Hollande. Alors Marie-Lise Lebranchu, bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes ministre de la Réforme de l'État et de la décentralisation. Vous avez reçu avec Manuel Valls les présidents de l'Assemblée de Corse, de l'exécutif et Pierre Chaubon. Alors, est-ce que changer le statut de la Corse, c'est l'objectif de ce dialogue amorcé? Buonasera, sono felice di essere oggi con voi tutti. C'est un objectif premier d'abord est de changer de méthode. Il y a eu une méthode pendant des années, coup d'éclat, coup de menton. Nous voulons une rupture dans la méthode et c'est pourquoi après le vote de l'Assemblée, acquis à une très large majorité, le Premier ministre, président de la République, ont conduit Manuel Valls et moi-même à une première rencontre avec les deux présidents de la région, l'exécutif et le délibératif. Mais nous avons aussi acté que le 22 novembre, avec Manuel Valls toujours, je recevrai une délégation comprenant bien sûr Paul Giacobbi et M. Bouchini qui sont déjà venus. Pourquoi mais Dominique Bouchini a été reçu à part? C'est pas un problème d'apprendre du temps, j'imagine. C'est quand même une question d'agenda parce que depuis longtemps on avait un rendez-vous prévu avec Paul Giacobbi et puis on a ajouté M. Bouchini. Pas de divergence. Non, il n'y a pas de divergence. D'ailleurs, ils ont apporté la même parole, la même demande et dans le même esprit de sérénité et d'apaisement. Et donc je recevrai aussi avec eux donc les présidents de groupe et une personne qui les accompagnera, les deux présidents de conseils généraux et les parlementaires avec Manuel Valls, donc le 22 novembre. Ça, c'est pour la prochaine rencontre. Alors, la Corse a des compétences, c'est acté, mais elle n'a pas le pouvoir de les exercer. Pour preuve, à 40 reprises, l'Assemblée a sollicité l'exécutif de droite comme de gauche et n'a pas eu de réponse sur le foncier, sur la question fiscale. Il faut changer la donne pour vous? Première étape, le 22 novembre, on va lister tous ces sujets dont vous venez de parler avec la délégation. Pourquoi l'État n'a pas répondu? Nous, aussitôt après la liste faite, il y aura expertise, échange, et puis on verra ce qui peut se régler tout de suite, ce qui peut se régler plus tard, avec bien sûr des questions foncières, mais aussi parce qu'il faut prendre son temps, mais répondre à des questions lourdes. Un établissement public foncier régional peut-il répondre à un certain nombre de questions? Sans aucun doute. Les arrêtés Millau, vous savez que les 4 parlementaires corses, les 4 députés se sont mis d'accord, vont être présentés demain matin pour les titres de propriété, les problèmes qu'on connaît connaissant le foncier. C'est compliqué, mais Bernard Cazeneuve a un mandat du gouvernement pour être très bienveillant demain matin. Cette demande d'amendement présentée par Paul Giacobbi, c'est pourquoi il n'est pas avec nous. Donc, ces questions réglées, cette liste faite, méthode actée, agenda ensuite. Nous avons le mandat de François Hollande pour trouver des solutions à nos questions. Inscrire la Corse dans la Constitution, c'est la proposition de l'Assemblée et des experts consultés. C'est une solution pour vous? Vous y êtes favorable? Nous n'avons ni ouvert ni fermé les portes. L'idée, c'est une méthode, de la sérénité, et puis dire aussi que pour pouvoir ouvrir une porte constitutionnelle, il faut avoir une majorité. Et que ce soit sur la question de la charte des langues, par exemple, que François Hollande s'est engagé à ratifier, ou bien des modifications constitutionnelles, quelles qu'elles soient, il nous faut cette majorité et nous comptons aussi sur les parlementaires. Camille de Rocazzer a dit qu'il ferait du lobbying auprès des députés de droite. Il a raison, Camille de Rocazzer de le rappeler, parti par parti, de voir qui est prêt à s'engager sur une révision. Le président de la République, en tout cas, n'ira pas sur un échec et n'oubliera pas non plus, c'est ce qu'il a rappelé, c'est ce que je rappelle aujourd'hui, qu'il faudra faire attention à la société civile, qu'elle soit à un moment ou à un autre consulté. Alors, rapidement, vous étiez ministre de la Justice à l'époque du processus de Matignon, vous y étiez favorable. Oui. Ce ne sera pas un processus de Matignon bis, il faut s'attendre à quoi et sur quel calendrier? Alors, quand j'ai dit rupture de méthode, c'est pas rupture avec le processus de Matignon, c'est rupture avec ce qui s'est passé après, c'est-à-dire une visite, des coups de menton, des coups d'éclat aérien. Donc nous, le 22 novembre, on va prendre notre temps sur justement la méthode, la liste des sujets, comment on peut les régler. Quand on peut les régler réglementairement, on le fera. Quand on peut les régler avec une loi simple, on le fera. Et ensuite, on regardera s'il y a
une possibilité de révision constitutionnelle. Mais tout ça dans une sérénité, et le président de la République, et il est là jusqu'en 2017, j'espère après, mais nous avons jusqu'en 2017 pour essayer de répondre aux Corses qui ont en tout cas, c'est la volonté du gouvernement. Qui ont besoin d'une attention de ce gouvernement, et ils l'ont. D'accord, merci Madame la Ministre d'avoir accepté notre invitation, on suivra tout ça de très près. Merci Sébastien et merci à Marie-Lise Lebranchu qui était donc en direct de Bastia. Comment sont gérés les fonds européens? C'est ce que des fonctionnaires de Bruxelles contrôlent régulièrement dans les différentes régions. L'un d'entre eux a rencontré hier à Ajaccio de jeunes créateurs d'entreprises soutenus par l'Incubateur, une structure de la collectivité territoriale qui aide les porteurs de projets à se lancer, notamment grâce à des financements de l'Union européenne. Reportage Alain Verdi, Cédric Le Poitvin. Un dirigeable conçu en Corse qui survole l'île. Pour l'instant, ce n'est qu'une image de synthèse. Paul Conil a relancé un projet déjà ancien, l'outil, une société du nom de Ciel. Le rôle de l'incubateur a été essentiel parce qu'il a été le moyen qui a permis de démarrer le projet de façon opérationnelle et de démontrer la faisabilité du concept. C'était un facilitateur énorme pour démarrer le projet. L'incubateur, c'est une structure d'accueil. Tout porteur d'un projet peut s'y rendre, comme ici à Ajaccio ou bien encore Corté et Bastia. Il faut un pilote ou ça... Un haut fonctionnaire de la Commission européenne dialogue avec les différents porteurs de projets qui sont aidés par l'incubateur. Cela va de l'arbalète sous-marine à un vin aromatisé, en passant par un guidon d'accélérateur avec le pouce. L'important, ce n'est pas les secteurs, c'est d'avoir des bonnes idées. Et je crois qu'ici, on a fait un premier constat des bonnes idées qui sont surgies et qui méritent d'être accompagnées. Donc maintenant, la chose cruciale, c'est de pouvoir accompagner ces idées pour en faire des entreprises dans le futur qui puissent dynamiser l'économie corse. Le FEDER, Fonds européen de développement régional, une aide pour les investissements dans les PME, c'est l'un des 3 partenaires indispensables. Pour notre exemple, c'est le commissariat à l'énergie atomique qui a financé une partie de l'étude, suivi du FEDER et de la collectivité territoriale de Corse. Les projets, c'est une chose, mais au démarrage, les portes des banques se ferment souvent. Tout notre savoir-faire, toute notre énergie doit être concentrée sur la structuration de ces projets et pour faire bouger un petit peu les lignes qui, effectivement, sont encore un peu figées aujourd'hui. Sur les 9 projets présents ce mardi, 4 sont déjà commercialisés. Pour les autres, il faudra attendre pour savoir combien vont décoller. Satisfaction mesurée pour les 9 salariés d'Ajaccio Diesel. Leur entreprise a fermé brutalement le 1er août dernier. Ils étaient depuis sans salaire et dans l'impossibilité de s'inscrire à Pôle emploi. Le tribunal des prud'hommes leur a donné en partie gain de cause. Écoutez Anne-Marie Léandri, l'avocate des salariés. Notre demande concernant le rappel de salaire du mois d'août jusqu'à la rupture du contrat au début septembre a été accueillie. Les salariés ont donc obtenu leur salaire et la condamnation de la société Ajaccio Diesel à leur remettre l'intégralité des documents de rupture, c'est-à-dire les documents qui vont leur permettre de s'inscrire enfin à Pôle emploi. En plus du Corse Matin, la société Corse Presse imprimera-t-elle les exemplaires de 14 journaux nationaux vendus sur l'île? C'est l'enjeu du comité d'entreprise extraordinaire qui s'est tenu aujourd'hui à Luciane. La réunion s'est déroulée en présence de la direction du groupe de Nice Matin, des syndicats ainsi que des porteurs. Reportage Frédéric Danèse, Pierre-Olivier Casabianca. Les nouvelles étaient bonnes ce matin à Corse Presse. Les représentants FO, STC et SNJ ainsi que la direction ont convenu de soutenir la société pour qu'elle remporte le marché de l'impression des journaux nationaux vendus sur l'île. Corse Presse doit faire face à la concurrence d'une autre imprimerie continentale, Rico Bono. Nous sommes tombés d'accord sur le fait qu'il était impératif pour nous que la société Rico Bono ne s'installe pas en Corse. Et sur ce point-là, précisément, vous êtes quasiment aujourd'hui certain que cette société ne viendra pas concurrencer directement Corse Presse? Non, nous ne sommes pas certains, mais nous ferons tout pour que notre dossier soit bien défendu et bien appuyé auprès de la CTC. Depuis plusieurs semaines, les syndicats réclamaient le soutien franc de leur direction. Les 2 parties étaient d'accord, mais la communication passait mal, semble-t-il. Les syndicats sentaient bien qu'effectivement, il y avait à ce moment-là des choses importantes qui se jouaient. Ils voulaient avoir la confirmation que la direction de Corse Presse était engagée sur ce projet, ce qu'on est depuis 3 ans, je vous le répète. Ce projet se fera notamment avec une subvention de l'Assemblée de Corse. Les élus territoriaux seront appelés à choisir l'imprimerie par le biais d'un vote.
En culture d'une année sur l'autre, le succès du Festival du cinéma italien ne se dément pas à Ajaccio. 4000 entrées enregistrées depuis le week-end dernier. Les 16 films programmés permettent de découvrir ou de redécouvrir ce cinéma. Le public a naturellement un faible pour les comédies. Reportage de Caroline Ferrer et de Francis Rombaldi. La Divina Commedia, le point fort de cette 15e édition du festival italien. Cette farce, Anche amore non si vede, et 4 autres comédies sont programmées cette semaine. C'est plus que l'an dernier. Le public adhère. On compte déjà 4000 entrées. Les distributeurs français sont un peu moins intéressés par la comédie italienne qui marche moins sur le continent, alors que chez nous, elle marche très fort puisque vraiment on se ressemble au niveau de la langue, au niveau de la magagne, je dirais. Et tout. Scenetta romantica, eh? No, io sono vegetariana. Ce sont des comédies burlesques, mais en même temps des comédies qui sont acides, qui empêchent la dramatisation des sujets abordés, je pense. Et c'est typique du cinéma italien. On aborde avec le rire des thèmes qui pourraient faire pleurer. Exemple avec Workers, Pronti a tutto. Le film relate les péripéties de 3 chômeurs qui acceptent des corvées aux antipodes de ceux qu'ils sont. Sono un nuovo badante. Autre source intarissable d'inspiration, la famille. Les comédies italiennes, je vois vraiment comme elles marchent à l'Italie, la famille italienne. Ils prennent la vie un peu comme ça, comme elle vient. Avec Post in Piedi in Paradiso, ce sont 3 pères divorcés qui cohabitent ensemble, entre quiproquo et solidarité masculine, à voir ce soir au Palais des Congrès. Et naturellement, ce festival se poursuit jusqu'au week-end prochain. Si vous nous avez rejoints durant ce journal, avant de nous quitter, je vous rappelle 2 des principaux titres de ce Corsica Zaïre, à l'hommage des avocats du barreau d'Ajaccio, Antoine Solacaro, assassiné il y a 1 an, jour pour jour. Ils se sont rassemblés sur les marches du palais de justice pour un discours solennel en présence des enfants et de la veuve de l'ancien bâtonnier. Un homme a été interpellé ce matin dans le cadre de cette enquête dans laquelle, je vous le rappelle, 3 hommes ont été mis en examen au printemps dernier. Et puis, Marie-Lise Lebranchu, la ministre de la Réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique, en visite en Corse. Demain, elle rencontrera des étudiants et des syndicats, mais il y a un instant, en direct sur France 3 Corse, elle a donc confirmé la méthode engagée par le gouvernement sur la demande de réforme institutionnelle de la Corse. Après le vote de l'Assemblée de Corse il y a 3 semaines, une rencontre aura lieu le 22 novembre prochain avec les élus de la collectivité territoriale ainsi que les présidents des conseils généraux et les parlementaires. Dans un instant, les prévisions météo, Marina Ribaldi, puis la suite de l'actualité avec Carole Gessler pour l'actualité nationale et internationale. Retour en Corse à 8h moins 5. Merci de votre attention. Bonne soirée.